Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de retrouver Matt Kobi dans ce nouvel épisode de Wedding Divan. Matt est photographe à son compte, mais aussi second shooter et c'est le sujet qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Matt, bienvenue dans Wedding Divan. Salut Magali, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Écoute, on va aller directement dans le vif du sujet. Pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Peut-être en 3 mots, j'aime bien ce truc-là. J'ai vu ça il y a pas longtemps en cherchant 2-3 trucs. Et je me suis dit, tiens, en 3 mots, si tu devais présenter ton parcours, qu'est-ce que tu dirais? Et après, on ira un petit peu plus en profondeur, mais je trouvais ça rigolo. En 3 mots, pour présenter mon parcours, ça va être compliqué en 3 mots. Parce que moi, je suis quelqu'un du sud de la France, j'aime beaucoup parler. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend des fois. On va dire peut-être spontanéité, sensibilité, et le troisième, c'est toujours le plus compliqué. Fidèle. Ok. Alors vas-y, raconte-moi un peu plus en profondeur ton parcours du coup. Mon parcours est très simple, si je puis dire. Moi, je me suis toujours intéressé à la photo. Que ce soit en voyage pour des photos de paysages, des photos souvenirs, ou en famille pour des photos portraits autour du barbecue, autour du repas de famille avec les petits-fils, les frères, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Tu peux toujours faire un peu des portraits souvenirs pour que mamie puisse avoir la petite photo encadrée sur sa table de chevet ou quelque chose. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et en fait, il y a 11 ans, je suivais un gars sur Facebook qui faisait des photos que je trouvais extraordinaires. Facebook, pas Instagram. Et oui, 11 ans. Et oui, 11 ans. Où est passée notre jeunesse? Donc du coup, je suivais un gars sur Facebook. En fait, je pense que ce gars-là, pas mal de monde le connaît. C'est Christophe Serrano. Mondialement connu dans le Var dans un premier temps et ensuite ailleurs. Donc du coup, j'ai rencontré ce gars-là sur Facebook. Il faisait une série à l'époque, je sais pas si tu l'as vu passer, mais beaucoup l'ont vu passer, sur les super-héros féminins. Non. Il faisait Lex Luthor, il a fait Batman, je crois, il a fait Superman, il a fait Wolverine, mais féminin avec un éclairage qui peut rappeler un peu les affiches de cinéma. Et moi, ça me fascinait. Je ne suis absolument pas au courant de ce projet. Bah, alors, tu sais qu'on m'a demandé Christophe dans le podcast, donc je lui ai pas encore écrit là-dessus, mais il va venir nous expliquer tout ça, du coup. Mais vas-y, okay, raconte. D'accord. Alors moi, ça me fascinait parce que j'adore les Marvel et les comics. Et cette série m'avait attiré l'œil. Et je me suis dit, tiens, je vais un peu regarder ce qu'il fait. Alors moi, j'étais tout nouveau dans cet univers-là. J'étais fasciné de rien. Et pour le coup, cette série me fascinait. Et donc, en fait, à un moment donné, Christophe, sur son Facebook, en fait, parle d'un workshop. Il parle d'un workshop en lumière de studio. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? C'était abordable. Le tarif était très abordable. Et puis moi, c'est quelque chose que j'aimais faire, les portraits. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et donc, j'y suis allé. Et j'avais déjà fait quelques shootings un peu avant ce workshop, mais pas d'un niveau exceptionnel. Et je me suis dit, pourquoi pas? De toute façon, ça peut que m'apporter du positif. Donc j'y suis allé, ça s'est super bien passé. En plus, les modèles qui avaient été choisis, c'était des gens que je connaissais très bien. Donc encore plus facile pour shooter et te retrouver en face de personnes que tu connais et vice-versa. Parce que c'était pas des modèles pros. On a fait ce workshop qui s'est super bien passé. Christophe nous a un peu appris aussi à retoucher les portraits, les visages. Et en fait, avec le recul, je suis retombé sur ces photos-là, je me suis dit, mais c'est dégueulasse. Ça, c'est toujours le cas quand on regarde ses premières photos, on se dit, j'ai évolué, hein. Ah, je te jure, tu sais, il t'apprend la retouche et t'apprend un peu le lissage de peau. Et là, tu regardes tout ça, je dis, mais c'est dégueulasse. Les curseurs étaient poussés au maximum. Je vais être ravi d'écouter ça. Non, mais moi, je parle pour le coup de quand je regarde mon travail de cette époque-là, je me dis, mais mon Dieu, mais pourquoi?
Le curseur était poussé au maximum, la peau, elle était lisse, on aurait dit, tu sais, du lycra, quoi, un truc lisse, sans aspérité, sans ride d'expression, ni rien, quoi. Et en fait, du coup, j'y ai montré mon travail. On s'est revus, Christophe et moi, j'ai remonté mon travail, il m'a corrigé, il m'a expliqué énormément de choses concernant la retouche et des attitudes, des poses. Nous nous sommes revus une fois ou deux, et en fait, après, il m'a invité à un apéro avec 2-3 collègues à lui, dont d'ailleurs un qui fait partie de notre cercle d'amis proches, maintenant. Donc en fait, on a fait l'apéro, tout s'est bien passé, on a tissé des liens d'amitié, et un jour, il m'a proposé de l'accompagner sur un de ses mariages. Et en fait, en gros, on va dire que c'est là que tout a commencé. Donc du coup, je l'ai accompagné sur ce mariage, et il m'a appris beaucoup de choses, et je me suis formé aussi un peu de mon côté. Mais en fait, on va dire, entre guillemets, il m'a pris sous son aile, et il m'a appris beaucoup de choses qu'il savait à l'époque, et au fur et à mesure du temps encore. Et c'était super cool parce qu'en fait, depuis ce moment-là, en fait, nous sommes amis depuis presque 11 ans. Voilà, depuis ce workshop super-héros. Et depuis approximativement 4 ou 5 ans, en fait, je suis le mec avec qui il aime travailler. Car en fait, il connaît ma sensibilité. Nous savons ce que l'autre veut dire, en fait, sans même se parler. Alors, il a investi dans des casques comme tu as, en baissant le micro pour qu'on puisse se parler à distance sur les mariages et sur les événements, pour qu'on n'ait pas besoin de se déplacer. Donc on peut communiquer comme ça maintenant, lui et moi. Ça, c'est très bien. Donc des casques pour les personnes qui ne nous voient pas, parce qu'on sera en écoute plutôt qu'en visio. C'est juste un casque, comment dire, un casque avec lequel tu peux très bien vendre des Big Mac, tu vois, c'est... C'est ça. C'est un casque avec un micro qui vient devant la bouche mais en fait il a investi dans ça car c'était plus simple que des fois on est très loin et on se voit pas forcément. Là, quand on est à une vingtaine, trentaine de mètres, ce qui est cool du coup quand on bosse ensemble, c'est que un regard ou un simple geste de sa part ou de ma part, et en fait on sait ce qu'on veut se dire. On a réussi à acquérir ce genre d'automatisme avec l'amitié et avec le nombre des années. Donc maintenant c'est une facilité déconcertante de travailler ensemble. Et en fait, ce qui est cool, c'est que quand on travaille ensemble, il est même plus inquiet en fait quand je disparais, qu'il me voit plus. Il pourrait paniquer, se dire putain mais il est où lui, c'est pas possible. Et en fait, il sait que je vais avoir peut-être eu une idée qu'il a eu certainement au même moment, mais que lui ne peut pas faire car il est pris par la scène qui est en train de se passer. Donc il sait que je vais trouver un angle différent. Et un angle qui va être concordant avec le sien et qui va bien s'emboîter avec le sien lors du reportage, lors de la livraison. Donc il est même plus inquiet. Il y a des clichés qu'il pourrait vouloir assurer, mais quand il sait que je les ai faits, il va les faire pour avoir avec un objectif différent, pour avoir un autre angle. Mais en fait, il dit c'est bon, il les a eus, c'est cool. Donc mon parcours, j'ai commencé vraiment de petits nouveaux dans la photo, on n'y connaissait quasiment rien. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, grâce à lui, j'ai appris énormément de choses et je suis complètement autonome quand il s'agit d'être tout seul sur mes mariages ou même avec lui. Donc c'est super cool, c'est une super évolution et je crois que je le remercierai jamais assez de ça d'ailleurs. Très bel hommage. Du coup, c'est ce que tu me disais, en fait, c'est ce qu'on a choisi aussi comme sujet pour cet épisode. Tu as tes propres mariages et t'es donc second shooter pour Christophe. Tout à fait. Et donc, tu aimes les deux, autant l'un que l'autre. Et est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Comment tu gères tes propres mariages ? Comment tu gères d'être second shooter ? Et ouais, raconte-nous cette chose-là, en fait. Alors, c'est très simple. Je stresse très rarement. J'ai été très stressé quand j'étais sur des mariages tout seul, il y a peut-être 3-4 ans, et que je me lançais, entre guillemets. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que ça va être, la robe de la mariée, qu'est-ce que ça va être, parce que j'ai eu des trucs, on n'en parlera pas. Bah si, parle-en. Non, je peux pas. J'ai eu des choses, en fait, vu des choses où je me suis dit, mon Dieu, mais je comprends pourquoi je stresse. On va dire qu'il n'y a pas de belles ou de pas belles choses. Il y a des choses qui parlent plus à la sensibilité de chacun qu'à celle d'autres. Voilà, pour faire politiquement correct. On va dire ça comme ça. Mais on n'a pas dit qu'on était politiquement correct dans ce podcast. C'est pas faux, mais il faut pas trop me lancer par contre. En gros, en fait, j'aime énormément signer mes propres mariages, avoir la fierté de sortir mes propres images avec ma propre sensibilité, avoir mes propres publications sur d'éventuels blogs, pourquoi pas. Et j'aime savoir en fait qu'on me fait confiance et je trahis pas la confiance qu'on met en moi.
J'aime beaucoup partager avec divers partenaires, avec divers prestataires, qu'ils soient fleuristes, maquilleurs, maquilleuses, coiffeurs, coiffeuses, wedding planner, barman, très important, on les oublie, mais très important. Si on veut s'hydrater pendant la soirée, si on s'est pas fait copain avec les barman, on est mort. Il faut dire les choses. Et propriétaire de domaine, DJ, et j'oublie certainement d'autres prestataires. Mais en fait, effectivement, c'est une réelle fierté d'être contacté à titre individuel et qu'on me demande est-ce que tu es dispo à telle date, pour tel endroit, j'ai une belle chose. C'est une grande fierté pour moi. Et en parallèle de ça, j'aime beaucoup aussi être second. En vrai, en fait, on va mettre l'église au milieu du village. J'ai été second uniquement pour Christophe. Oui, j'allais te poser la question. Est-ce que tu as déjà été second pour quelqu'un d'autre ? J'ai été second uniquement pour Christophe. Je crois qu'on appelle ça la loyauté. Tu l'as dit dans tes 3 mots ? Voilà. Et ouais, oui, tout à fait. Du coup, tu m'as un peu pris au dépourvu avec ces 3 mots, mais on se refait pas. On appelle ça la loyauté, en fait. Et j'ai des photographes qui m'ont proposé pourtant de les accompagner sur tel ou tel mariage. Alors, soit je n'étais pas disponible, soit, en fait, j'avais pas forcément envie de... On va te trahir, on va dire, entre guillemets, mon pote, en fait. Pour toi, du coup, d'être second shooter pour quelqu'un d'autre, ça serait le trahir ? Non, pas le trahir, c'est un mot un peu fort, mais je sais que j'ai mes habitudes avec lui, il a ses habitudes avec moi. Alors pour le coup, j'ai mes habitudes avec lui quand on me propose d'aller ailleurs et que je veux pas forcément, c'est parce que je sais pas forcément comment le photographe travaille ou la photographe travaille, et que là, pour le coup, ça peut être un stress. Donc l'occasion aurait pu se présenter, mais elle s'est pas présentée pour diverses raisons. Mais oui, effectivement, j'adore être second shooter aussi, et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi, et expliquer un peu aux photographes qui sont peut-être en passe d'être second shooter pour de grands bons photographes ou de moins grands et moins bons photographes, peu importe. Ça s'appliquera à tout le monde. Et ce qui est cool, en fait, c'est, comme je viens de te dire, je suis second shooter de Christophe Serrano depuis quelques années, que ce soit sur ses mariages ou même beaucoup sur ses workshops et sur ses événements. On a en fait, on partage la même façon de travailler, on partage la même sensibilité, ou une sensibilité, on va dire, similaire. Nous sommes différents dans la façon d'aborder certains sujets, heureusement qu'on n'est pas tous les mêmes, mais dans la façon de travailler, on est sensiblement, on va dire entre guillemets, identiques. Chacun est différent, mais voilà. Et je l'ai tellement assisté en fait sur ces workshops que je connais son discours par cœur. Je peux retranscrire, on va dire presque au mot près aux élèves quand ils me donnent des groupes à gérer, comme c'est le cas sur certains workshops. Quand je suis second shooter, en fait, ce qui est plaisant, c'est justement de pouvoir se concentrer sur les besoins du photographe principal et sur les détails autres que le couple. Pourquoi ? Le photographe, en fait, c'est le main photographer, c'est le photographe principal. La wedding planner ou les mariés veulent forcément que ce soit lui qui s'occupe du couple et des détails du couple. Et quand t'es second shooter, ce qui est bien, c'est que tu peux te focaliser sur autre chose. Les détails des lieux, les détails de la robe, la dentelle, plein de choses en fait qui font que le photographe principal t'a contacté pour ça, pour que tu t'occupes des choses dont lui n'a pas forcément le temps. Et alors, on donne les directives, mais vu que nous, on travaille ensemble depuis pas mal d'années, en fait, maintenant, je sais pourquoi je suis là, je sais et je connais ses besoins, et donc en fait, on se dit même plus les choses. Tu vois, par exemple, quand il y a une cérémonie laïque, on sait, par exemple, que Christophe va être derrière pour faire la sortie et moi je vais être devant la cérémonie pour les voir arriver de face ou vice versa. Mais ça en fait on le sait et même si on a un doute, juste avec un clin d'œil ou avec un geste, on sait, on se met en place très rapidement. C'est l'avantage d'avoir un second shooter que tu connais aussi. Parce que tu nous as tout dit sur cette partie-là. Après tu peux nous raconter aussi comment tu te prépares en amont quand t'es second shooter. Parce que en vrai, on a choisi ce sujet parce que ça peut être un peu mal vu d'être second shooter, de se dire t'as pas que tes mariages à toi, ça peut être un sujet ça. Alors je dirais pas mal vu, mais en fait c'est un sujet qui est pas vu tout simplement, parce que dans l'idée collective en fait ou dans l'idée de beaucoup de gens, un second shooter on peut en avoir que sur les gros mariages à 10 000 € entre guillemets. C'est faux. On peut avoir des photographes débutants entre guillemets ou amateurs qui veulent un peu essayer de se créer un portfolio ou se créer des images pour un peu communiquer sur leur réseau pour se lancer. Donc en fait c'est un sujet qui est pas trop vu et cette position de second shooter elle est un peu, si je peux me permettre entre guillemets, un peu bâtarde. Oui voilà, parce que c'est ça quand je dis mal vu entre guillemets, mais pareil, est-ce que tu as le droit d'utiliser les photos ?
Ça peut arriver. Il y a des mariages où il y avait une interdiction de publication et une interdiction d'utilisation, mais pour l'ensemble du staff. Voilà. Parce que personnalité, parce que les mariés ne voulaient pas qu'on voit leur visage, parce que plein de détails en fait qui font que ils ont pas voulu qu'il y ait d'utilisation et de partage et de publication sur les réseaux sociaux. Mais si le photographe principal a le droit, donc si Christophe a le droit de publier, toi t'as le droit de publier derrière en disant que c'est tes photos ? Après, c'est un arrangement que tu peux avoir avec le photographe principal, effectivement. Moi, Christophe m'a autorisé et m'autorise à publier, mais en fait, si tu veux, moi, ce que je fais, c'est que quand je publie mes images, quand je l'accompagne sur ses mariages, j'écris toujours sur Instagram que lors de ce mariage, j'ai été l'assistant de Christophe et que je l'ai accompagné sur ce mariage, parce que moi je veux pas créer le doute, et je veux pas qu'on se dise waouh, il a eu des lieux comme ça tout seul, waouh, c'est magique. Non, en fait j'ai été avec Christophe Serrano et je l'ai accompagné, je publie mes images pour vous montrer, mais j'étais avec lui et je le publie toujours parce que je trouve que c'est la loyauté en fait, c'est peut-être un peu la fidélité aussi. C'est tu veux pas t'approprier les lieux, le travail et tout ça d'une autre personne, ce qui est logique. Alors moi, si tu veux, comment je prépare en amont le mariage alors. Comment ça se passe aujourd'hui ? À titre individuel, j'aime faire des visites techniques de lieux avec la wedding planner quand le temps le permet ou que les disponibilités le permettent. Je trouve ça super important. Ça permet d'être beaucoup plus serein le jour du mariage. Je trouve ça primordial en fait, quand tu connais pas le lieu, d'aller y faire un tour, une visite technique pour que la wedding planner te dise à tel endroit, il y aura la cérémonie laïque, à tel endroit, il y aura le buffet, à tel endroit, il y aura ça, à tel endroit, il y aura autre chose. Je trouve ça très important. Donc ça, pareil, tu le fais en commun avec Christophe ? Non, ça, quand j'ai mes mariages en solo, je le fais en solo du coup, mais avec la wedding planner et même potentiellement des fois avec les mariés, s'ils ont la possibilité d'être là, c'est que mieux. Hein. En fait, j'aime pas... comment te dire, je trouve ça primordial en fait quand je connais pas le lieu, parce que je veux m'assurer de ne rien louper le jour J. Non mais là, voilà, comme on était sur le sujet du second shooter. À titre de second shooter, j'aborde les mariages en fait et les événements sans aucun stress en fait, car j'ai posé les questions à Christophe en amont du style, ok, qu'est-ce que tu attends de moi particulièrement cette fois-ci ? Quelque chose de différent de d'habitude ou pas, ou un style de question, on a une wedding planner sur place, c'est toujours plus simple pour demander des informations sur place pour pas embêter le photographe principal. Est-ce que tu connais bien les lieux ? Est-ce qu'il y a un endroit clé ou un endroit iconique dans le lieu que tu veux utiliser ou que tu veux que j'utilise à titre personnel pour les photos de groupe ou quelque chose, tu vois. Donc, quand t'es second shooter, tu fais pas la visite technique ? Pas forcément, parce que en général, le photographe principal, que ce soit moi ou Christophe, on donne les informations qu'il faut et on demande les informations qu'il faut pour pas qu'il y ait de loupé le jour J, en fait, tout simplement. Et toi, t'as déjà pris un second shooter sur tes mariages ? Alors, j'ai déjà pris un second shooter. J'ai eu une demande de second shooter cette année. Et au final, il y a eu un changement de wedding planner entre temps. Et la deuxième wedding planner, elle a dit non, c'est pas la peine. Je veux pas que t'aies un second shooter. J'avais quelqu'un. Elle me dit non, c'est pas la peine. J'en veux pas. Donc, j'en ai pas eu encore. D'ailleurs, pour l'année prochaine, je vais très certainement avoir besoin de second shooter, car j'ai eu des demandes très sympathiques et qui vont nécessiter justement la présence d'un second shooter. Donc je ferai mes recherches en ce sens, en temps et en heure. Moi, je marche à l'affect, je marche à la sensibilité et je trouverai l'élu au moment peut-être où je m'y attendrai pas et où je proposerai ce service-là, qui sera un service rémunéré, bien entendu, à la personne que j'aurais jugé bon de m'accompagner. Alors, du coup, ça me donne une très belle transition pour la question suivante et une question qui vient de me popper, évidemment, dans lesquelles, à laquelle je ne t'avais pas préparé. Mais la question suivante, d'abord, c'est quoi les compétences techniques, artistiques, humaines pour toi d'un second shooter? Comme ça, j'imagine que peut-être tu auras des demandes grâce à cet épisode, de se dire moi j'aimerais bien être second shooter de maths. Qu'est-ce que tu cherches comme personnalité? Alors, on va dire que je cherche comme personnalité ce que moi je peux apporter à un photographe principal. En gros, je vais répondre très facilement.
je prends mon cas personnel. Quand je travaille en tant que second shooter, pour moi, un second doit être capable de s'adapter à chaque situation dans un temps, on va dire, record, entre guillemets. Il doit être réactif pour que le photographe principal ne soit pas tendu de se dire « Putain, mais il va galérer. Il va pas s'adapter, il va pas percuter. » Le second, en fait, selon moi, ne doit pas rajouter un stress supplémentaire au photographe principal. Ça, c'est important. Des fois, en tant que photographe principal, t'es suffisamment stressé le jour J parce que tu dois gérer la tata Elisabeth ou le tonton Jean-Marc qui est toujours en plein milieu. Avec son téléphone ou son iPad. Avec son écran de cinéma. On va dire ça parce que des fois, tu as des tablettes carrément, c'est insupportable. Et en fait, l'assistant ne doit pas te rajouter un stress, au contraire, il doit un peu te détendre. Alors, il y a des fois où ça n'a pas marché. Il y a des fois où j'ai peut-être eu des questions un peu insistantes auprès de Christophe qui ont pu lui rajouter un stress, mais ça s'étouffe très vite et on relâche tous les deux la pression et on n'a jamais eu de problème quel qu'il soit sur aucun des mariages justement. Pour finir, les compétences techniques ou artistiques. Ce qui est important, c'est que, à mon avis, il doit être équipé assez convenablement. Je dis pas qu'il doit être équipé du même matériel que moi, mais il doit être équipé quand même pour... si son appareil tombe en panne le jour J, il doit avoir une solution de repli. Sinon, dans ce cas-là, le second shooter ne sert à rien. Voilà. Important. Le second shooter, c'est ton image. Donc si toi, t'arrives à un mariage bien habillé, pimpant éclatant, et que t'as le second shooter qui arrive en Sergio Tacchini et requin au pied, mais s'il vous plaît, si j'ai une chose à dire sérieuse au second shooter, sachez vous habiller. Les gars, les filles, habillez-vous en adéquation avec le niveau social du mariage. T'as un mariage qui se passe dans une salle des fêtes, tu peux pas arriver habillé en smoking, chemise blanche, nœud pape. Tu risques de froisser, en fait, les mariés, tu risques de froisser les invités, et je l'ai souvent entendu, n'arrive pas plus beau que le marié. Ça fait rire, ça fait sourire, mais moi aussi, quand on m'a dit ça il y a quelques temps, ça m'a tué parce que je dis mais moi j'ai mon image à respecter, je peux pas arriver à l'arrache entre guillemets. Mais ouais, il faut pas arriver plus beau que le marié, mais il faut quand même être présentable. C'est là, tu vois, la jauge, il faut savoir l'arrêter à un certain degré. Dans mon cas, c'est vrai que à titre personnel et à titre de second shooter, j'ai la chance d'être maintenant sur des beaux mariages avec un certain niveau social. On a des Américains, on a des Suisses, on a des gens qui s'habillent très bien et aussi qui ont peut-être des fois un peu plus les moyens. Il faut pas froisser les personnes lambda dont je fais partie, parce que moi demain je me marie, j'aurai pas 250 000 euros ou 300 000 euros à mettre dans mon mariage, c'est une certitude. Mais en fait j'ai la chance maintenant, au travers de Christophe et en individuel, d'avoir des beaux mariés entre guillemets avec un beau budget, avec de belles affaires, avec de beaux habits, avec de beaux vêtements, avec de belles marques. Et tu peux pas arriver avec un chino et des baskets, c'est pas possible. Déjà ils vont te regarder de haut. Donc ça fait partie des choses dans lesquelles investir en plus du matos. Ça fait partie des choses dans lesquelles tu dois investir. Au moins, selon moi, 2 costumes. Un costume noir qui est sobre, standard. Et pourquoi pas un costume bleu pour le welcome dinner, si tu as la chance d'en avoir. Ou pour le brunch, une tenue un petit peu plus décontractée. Mais tout ça, tu te mets en accord en fait avec la wedding planner. C'est elle qui va te dire, pour le welcome dinner, c'est tranquille, tu peux venir avec un petit chino, des petites Stan Smith, une chemise blanche, tranquille. Pas de fanfreluche. Mais elle peut te dire aussi, non là, ils sont pré-guindés, ils sont pré-coincés, donc tu viens habillé carré. Guindé, ça veut dire coincé? Ça peut être un synonyme. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur place, vous travaillez pour quelqu'un. Vous travaillez pour un prestataire. Et si tu te loupes en termes d'image ou en termes de présentation, ben c'est son image à lui que tu peux mettre à défaut. Ouais, ternir, mettre à défaut. C'est ça le problème. C'est sûr. Oui, donc je te disais la question qui est venue dans ma tête que je t'ai pas posée et qui est peut-être touchy. Tu me diras si tu veux la supprimer, mais je pense que c'est important d'en parler. Mais c'est quoi le tarif dans ce computer? Mais je savais que tu allais m'en parler. Je l'ai vu dans tes yeux. Alors non, je l'ai pas préparé du tout. Ça va dépendre en fait. Ça va dépendre du budget. Tu sais, des fois, tu as des wedding planners qui te contactent et qui te disent, voilà, j'ai, mettons, 4,
5, 6 000 euros de budget pour ce mariage, tout compris. Tu prends pas. C'est suffisant pour toi, ou c'est pas suffisant, ou t'es plus cher. Quand t'es en tout compris, tu sais que tu peux proposer un certain tarif à ton second shooter, mais quand tu envoies un devis ultra détaillé, où tu as des mariés qui sont très pointilleux, qui veulent avoir point par point, c'est mon cas pour l'année prochaine, j'ai un couple qui me fait ça, point par point, très précis, avoir de la budgétisation à chaque point, à chaque ligne, très précis. Les règles du jeu sont pas fixées de la même manière, en fait. Donc tu peux avoir des photographes principales qui vont avoir peut-être 500 euros de budget, 600 euros de budget, d'autres qui vont te proposer 1000 euros, d'autres qui vont te proposer 1500, 1600 euros, ça dépend, en fait. Il n'y a pas de truc arrêté, il n'y a pas d'écrit arrêté, en fait. Yes. C'est quoi les défis auxquels tu as été confronté en tant que second shooter et comment tu les as surmontés? Quand tu sais travailler et que tu as déjà travaillé pour un photographe, donc que tu es en seconde position, tu connais un petit peu sa façon de bosser, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc il n'y a pas réellement de défi, si on peut appeler ça comme ça. Si je devais parler d'une situation que j'ai eu à gérer lors d'un mariage, je dirais ce qui peut être compliqué à gérer, c'est les invités étrangers, tu sais, qui n'ont pas les mêmes codes que toi et qui ne parlent pas ta langue, tout simplement. J'ai eu des soucis, entre guillemets, à l'époque de compréhension. Ça va beaucoup mieux maintenant. Par exemple, maintenant encore, je comprends plus facilement les invités américains que les invités anglais. Les Anglais, ils ont, à mon sens, ils ont une langue plus pointue, plus... Les Américains, c'est plus du blabla. Un peu comme les sudistes, en fait. Hein. Un peu comme il faut reconnaître les choses. Hein. C'est quoi, c'est les Parisiens qui ont du blabla ou c'est les sudistes qui ont du blabla? Non, les Parisiens, ça serait un peu les Anglais. Tu vois, la manière un peu pointue de parler. Et les Américains, c'est un peu plus, on va pas dire brouillon, mais c'est un petit peu plus mâché, quoi. C'est un petit peu plus. Et moi, je comprends plus cet anglais-là que l'anglais parlé par les Anglais. Il y a un accent qui est aussi pas le même. Hein. Il y a un accent, il y a une intonation sur des mots qui est différente. Il y a une dame qui me parle un jour et elle me parle et je dis quoi? Je dis mais vous pouvez répéter plus doucement s'il vous plaît? Et après j'ai compris. Mais c'est une mécanique qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et c'est quoi les coutumes ou la façon de faire? Tu disais. Par exemple, tu as les Américains qui sont très oh amazing, ah là, tu sais, te prennent dans les bras, t'es leurs amis depuis toujours, ils te connaissent pas ou que depuis une heure, mais t'es leur super pote. Ils te prennent dans les bras, c'est très perturbant. Alors moi non, ça me perturbe pas, c'est très friendly, c'est très amical, c'est très chaleureux, on va dire entre guillemets, donc ça me perturbe pas du tout, mais tu vas avoir des peuples d'origine et de coutumes différentes qui, eux, par exemple, vont tout juste peut-être te dire bonjour en te serrant même pas la main, en te serrant peut-être juste le doigt, tu vois. Donc il faut savoir s'adapter. En fait, je pense que la vraie clé, et j'ai la chance d'être comme ça, c'est d'être en fait un peu comme une sorte de caméléon. Pouvoir t'adapter à toutes les situations assez rapidement et surtout pas mettre la honte au photographe pour qui tu travailles. Dire mais c'est quoi ton second? Il m'a pris dans les bras alors que moi je suis anglais. Moi je fais juste un baise-main. Façon de parler quoi. Les Anglais vont apprécier ce podcast. Oui, j'ai des copains anglais, ils apprécieront. On a fait le tour des défis. Bah oui, parce que moi, comme je dis, il n'y a pas réellement de défi en fait. Le défi, c'est d'être au niveau et être ok avec la confiance qu'on place en toi. Et voilà, c'est ça le réel défi. Hein. Ok. Et alors, à ton avis, comment un photographe peut trouver des opportunités pour être second shooter? Ça s'est proposé à moi de manière, on va dire entre guillemets naturelle. Christophe a vu les images que j'étais capable de faire. Il m'a donné ma chance sur 1, 2, 3 mariages. Il a vu qu'il a été capable d'utiliser. On va dire, sur tout mon reportage, il peut, s'il veut, utiliser 85 à 95% des photos que je lui livre, que je lui donne. Et en fait, je pense que c'est comme ça que tu fais d'un second shooter, en fait, un mec ou une fille avec qui tu aimes travailler. Après, par contre, à la question, les opportunités pour trouver avec qui travailler, c'est un petit peu plus compliqué, mais je sais que de temps en temps, quand je suis pas disponible, moi, par exemple, Christophe a fait appel à diverses personnes, soit des élèves qu'il a eu lors de workshops et qu'il a jugé en fait qu'ils avaient un niveau suffisamment cohérent pour l'accompagner. Après, il y a les bons réseaux sociaux. Ce n'est pas que mauvais, ça, il peut y avoir du bon. Instagram, des fois. Ah oui, moi aussi j'adore ça, mais des fois c'est compliqué d'être un petit photographe
et de prendre son courage à deux mains et d'envoyer un message à, on va dire, allez, Christophe Serrano ou d'autres bons photographes dont j'apprécie le travail comme Thomas Audifren, qui va envoyer un message à ces gars-là et dire salut les gars, alors moi j'ai jamais fait de mariage, mais j'aimerais beaucoup être votre second. Et tu peux être second en ayant déjà fait des mariages aussi, tu disais. Donc, oui, moi c'est mon cas. C'est mon cas. C'est ça. Après, la question qui m'est venue là, c'est quand t'es second shooter, est-ce qu'il faut forcément, alors j'ai ma petite idée, mais est-ce qu'il faut forcément avoir une patte qui se rapproche vraiment du photographe premier? Ça peut aider. En toute honnêteté, ça peut aider, et d'avoir un matériel aussi, entre guillemets, d'une même marque. Alors, c'est pas pour faire entre guillemets, du communautarisme ou du lobbying, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'une personne qui va travailler sur Nikon aura la chance d'avoir peut-être le même contraste un peu dans ses images brutes. Et c'est plus simple pour travailler, pour retoucher les images après. Quelqu'un qui travaille sur Canon, qui a un ton un peu plus, entre guillemets, pastel ou différent, ça va être un peu plus compliqué. Mais avoir la même patte, ça me paraît un peu important. Ça me paraît important, en fait, même pas un peu, ça me paraît beaucoup important. Pourquoi toi, t'as un style qui est à toi, qui t'est propre, et si la personne que tu prends en second a un style totalement opposé, va pas te faire les cadrages et va pas te faire les photos comme tu aimes et comme tu as l'habitude de livrer toi. Quand tu travailles en général avec quelqu'un, c'est pour qu'il puisse t'apporter un plus et que tu puisses utiliser pas mal d'images qu'il a pu faire. Si tu dois sélectionner 10 images sur 700 qu'il t'a livré, c'est compliqué et c'est entre guillemets inutile, quoi. Donc pour moi, ça me paraît important. Yes. À ton avis, c'est quoi l'impact d'un second shooter sur la qualité de service offert aux mariés, la satisfaction client, etc., par rapport au travail quand un photographe propose un second shooter? J'ai compris le sens de ta question. Honnêtement, tu vois, les gens payent pour avoir un second shooter et ils veulent forcément un résultat. Voilà. Ça va être reproché au photographe principal s'il n'y a pas de résultat. Voilà. Donc en fait, pour moi, en toute honnêteté, avoir un second shooter, c'est clairement, entre guillemets, un luxe et un atout charme, on va dire, de qualité. Car tu peux proposer à tes mariés des prises de vue différentes et variées d'une même scène. Et ça, les mariés, ils adorent. Ils se voient de face, d'en haut, de dos, d'en dessous, façon de parler. Ils se voient en 3D, quoi. Ils étaient 18, les photographes, ou comment ça se passe? Tu penses que c'est plus pour les mariés qui aiment se voir, les second shooters? Il y a pour les mariés qui aiment se voir, et il y a clairement pour le photographe principal qui aura la chance d'avoir une diversité dans ses images lors de la livraison du reportage. Par exemple, il y a un mariage qui m'a marqué. On a fait un mariage en Italie, en Sicile, avec Christophe, et on avait beaucoup de photos d'une même scène à des angles différents. Les mariés, ils sont très très heureux de ça, parce qu'ils ont une diversité d'images. Une scène, je te dis, m'a marqué à ce mariage. Les mariés ont fait leur première danse, donc c'était en extérieur. Il y avait l'orchestre derrière, c'était sublime, des éclairages un peu roses, bleus, vraiment très très beau. Et en fait, Christophe était devant eux, en bas, et il a pu faire des photos de eux en train de se porter, de danser et tout ça. Et moi, je me suis retrouvé sur une terrasse au premier étage, dans un angle totalement différent, et j'ai pu apporter en fait un angle de vue différent, mais en fait très complémentaire pour la livraison du reportage. Il y avait clairement 2-3 angles différents. C'est pour ce genre de choses en fait que Christophe va me payer, parle d'argent, mais bon, c'est vrai, hein, t'as un second, tu le payes pour un travail, tu fais le travail pour lequel tu es payé. C'est pour cette raison en fait que Christophe me paye, pour être son second, lui apporter des points de vue et des angles de vue différents, et pas juste parce que je suis son pote. On va clarifier les choses. Un photographe qui travaille seul peut être plus discret, c'est sûr. Il peut mieux se fondre dans l'environnement et capturer des moments spontanés sans trop attirer l'attention. Mais en fait, avec 2 photographes, tu peux avoir la possibilité de capturer plusieurs angles simultanément, comme des moments pris sur le vif, à la cérémonie ou n'importe où, mais en donnant et en proposant au client une double perspective. Ça, c'est super important. Et ça, pour moi, c'est vraiment un atout de qualité et une force de proposition pour le photographe principal. Et tu fais appel à un seul photographe, en fait, c'est sûr et certain, c'est plus économique. Voilà.
particulier pour les mariages à destination, comme à l'étranger, New York, Miami, la Sicile, Lisbonne, peu importe, le Maroc, comme on a fait ensemble. Les frais de déplacement, l'hébergement. Donc c'est plus économique de faire venir qu'un seul photographe, mais il faut garder à l'esprit que le photographe principal se concentrera sur vous, sur le couple. Et le deuxième photographe capturera les instants, les candid pictures, comme ils appellent ça aux States. Il va capturer les invités dans une sans les faire poser, tu sais, des moments naturels en fait. Donc le second photographe, voilà, il pourra se concentrer sur des choses, les invités, les détails, l'ambiance du lieu, toutes ces choses-là où toi t'auras peut-être pas le temps parce qu'il y a peut-être 200 personnes et que tu as beaucoup de choses à faire. Et il faut que ce soit une réelle valeur ajoutée d'avoir un second shooter qui puisse t'apporter des clichés différents des tiens. Si tu devais donner 3 conseils à un photographe débutant qui souhaite être second shooter, ou pas débutant d'ailleurs, qui veut vraiment être second shooter, ce serait quoi? Renseignez-vous, formez-vous, payez-vous des workshops de qualité si possible d'ailleurs. Ça peut vous donner une dynamique que vous n'avez peut-être pas acquis et ça peut vous conforter dans la bonne dynamique que vous suivez. C'est quoi un workshop de qualité? Comment on fait pour choisir? Un workshop de qualité, je vais faire une petite dédicace, une petite parenthèse. Je sais que tu me vois venir. Loin de moi l'idée de faire de la pub, mais on parle de workshop de qualité. Christophe a fait des workshops et fait toujours des workshops de qualité de plusieurs niveaux. Donc niveau expérimenté, où les gens viennent, ils n'ont pas forcément besoin de conseils, mais des fois des petits ajustements sur le cadrage, sur la retouche, sur des tout petits détails. Ils viennent surtout pour se faire un portfolio. Ça, c'est pour les photographes un peu confirmés ou qui ont l'habitude. Et il fait aussi des workshops pour débutants où il va justement enseigner le cadrage, un peu la manière de travailler, à la façon éditoriale, comme dans les blogs et tout ça. C'est des workshops, pour moi, de qualité. D'autres photographes font des workshops de qualité, mais moi, en fait, j'ai assisté au sien, donc j'ai pour habitude de parler de ce que je sais et de ce que j'ai vu. Un autre workshop de qualité, du coup, qui sera orienté à 100% mariage, cette fois-ci, qui va apprendre aux photographes à travailler avec d'autres prestataires comme les wedding planners. Ça commence par un R. C'est fort possible. Je connais bien les 2 personnes qui gèrent ce workshop. On le dit pas. Bah oui. Allez, on va le dire. Il y a un workshop en fait qui s'est lancé, et c'est la 3e année 2025 où ça va continuer. C'est la masterclass référence, du coup organisée par Stéphanie Fayol et Christophe, avec des prestataires de qualité comme Sarah que tu as eu de chez Nona Paris, que tu as eu sur le divan, Laetitia de Florésie qui est une très très bonne fleuriste et qui est une personne avec qui c'est un régal de travailler parce que c'est précis, chirurgical, voire même c'est un régal. Il y a Christelle de Crème de Papier. Elle veut pas venir. Oh là là. Elle m'a dit moi je suis de Londres. Serait-elle timide? En fait, c'est vrai que quand t'es assistant ou quand t'es second, ou ce qui est dur, c'est d'être la personne de l'ombre. Des fois, tu aimerais bien, tu vois, mais tu es la personne de l'ombre et c'est aussi quelque chose d'enrichissant. Donc du coup, cette masterclass référence organisée par Steph et Christophe, qui verra le jour début 2025 pour la 3e saison, pour moi, c'est un workshop de qualité, de très grande qualité. Pourquoi ? Parce que ça va apprendre aux photographes à travailler avec la wedding planner. Ça va apprendre à la wedding planner à travailler avec le photographe et à échanger sur les besoins des uns et des autres. Ça, c'est très important. C'est très, très important pour moi. Et donc, du coup, 2025, ça sera la 3e édition et ça sera la 3e fois que je participe à ce workshop avec ces prestataires de qualité. Donc, moi, je me définis toujours comme le petit dernier, le petit nouveau au milieu de tous ces prestataires de qualité parce que pour moi, c'est vraiment des pointures. Et moi, je suis là. On a la chance d'avoir eu et d'avoir d'autres prestataires comme Emmanuel Amou, qui est un super vidéaste, très éditorial, blog. Enfin, moi, j'adore sa façon de travailler et c'est mon pote aussi, du coup, depuis le temps. On a eu la chance d'avoir des costards fabuleux, des lieux fabuleux. Et c'est tout ça, en fait, qu'on peut proposer et que Christophe et Stéphanie proposent aux élèves de la masterclass référence. Donc, renseignez-vous. On sait toujours pas sur quoi.
Sur les besoins, en fait. Sur les besoins qu'un photographe peut attendre, sur les besoins du photographe, en fait. Je trouve ça super important. Tu peux pas arriver comme un cheveu sur la soupe et dire, salut, je suis là, et tu es là, et voilà. Formez-vous, renseignez-vous, formez-vous, payez-vous des workshops. Et surtout, le troisième conseil, c'est prenez du plaisir. On l'oublie beaucoup. Prendre du plaisir parce que des fois, tu es second shooter et tu as la chance d'aller dans des endroits comme le château de Toureau, le château de Varennes, le Shangri-La à Paris. Tu as la chance de faire des mariages au musée Rodin à Paris, au château de Versailles. Oui, ça s'est pas vu beaucoup parce qu'on n'a pas d'autorisation de publication, mais il y a eu ce genre de mariage. Et c'est une chance énorme. Non. Bon, Shangri-La, je connais bien, j'avais organisé mais qu'on se le dise, ça régale. Un gros salon de la cérémonie laïque là-bas. La pièce à l'étage où ils font la cérémonie laïque, c'est un régal. Elle est magnifique. Oui. Elle est magnifique. Donc, kiffez et prenez conscience de la chance que vous pouvez avoir des fois d'accompagner des grands photographes dans des endroits comme ça. Ça se reproduira peut-être pas, ou peut-être si vous rentrez dans cette caste, on va dire, de grands photographes ou de bons photographes qui sont contactés par des grands et bons, par des grands, des bonnes wedding planners ou des grands et bons wedding planners, profitez de ces moments-là, parce que c'est très important. C'est clair. Bon, on va finir là-dessus. Merci, Matt. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis, en tout cas, voilà, je demanderai à Christophe de venir je lui demanderai plus tard aussi. pour donner son avis sur le second shooter, du coup. Ah oui, tout à fait. Je pense que les discours seront un peu cohérents. J'espère. Sinon, on va régler ça en privé. C'est clair. En tout cas, merci. C'était intéressant de savoir voilà, le point de vue d'un second shooter, mais qui est aussi photographe à son compte. J'espère en tout cas que ça t'a apporté les réponses et que ça apportera les réponses aux questions que peuvent se poser les éventuelles personnes désireux d'être second shooter. Oui, c'est pour ça qu'on l'a fait. Voilà. J'espère avoir été clair. J'espère avoir été concis, non. Qu'on se le dise. Mais j'espère avoir été suffisamment clair et suffisamment précis dans les attentes qu'un photographe peut attendre d'un second shooter. Est-ce que s'il y a encore des questions, les gens peuvent venir te voir en MP sur Instagram? Oui, bien sûr. Je suis rien entre guillemets. Je suis personne. Non, mais c'est vrai. Je fais pas partie des grands photographes. Mais même si tu faisais partie des grands photographes, pourquoi tu dis ça? Les grands photographes se font harceler. Les grands photographes se font harceler par tout le monde. Moi, bien évidemment, les gens peuvent venir me demander des renseignements sur mon Instagram avec plaisir. Mais quand on fait un podcast comme ça, on s'attend quand même à avoir des retours. Moi, même c'est avec si grand on est plaisir. un grand photographe. Avec grand plaisir. Et je supporte pas qu'on me dise je suis rien, je suis qui, je suis machin. J'arrête pas d'engueuler une de mes clientes et amies. Je devrais dire l'inverse, une de mes amies qui est cliente. Parce qu'elle me dit tout le temps mais moi je suis qui? Tu es la meilleure du monde. Voilà. Non, mais en toute honnêteté, oui, les gens peuvent venir me contacter en MP, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Je les aiguillerai et je leur donnerai les informations dont ils ont besoin. Et pourquoi pas, selon les rencontres et selon les profils, pourquoi pas travailler ensemble, effectivement. Oui. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et voilà le gang, c'est déjà la fin de cet épisode. Si tu l'as aimé, partage-le sur Insta en nous taguant Matt Kobe et moi, ça nous fera trop plaisir. Et tu peux aussi mettre 5 étoiles au podcast, sur Apple Podcast ou sur Spotify, c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.